Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour l'organisation. Merci pour, ta présentation hyper inspirante, Aurélie. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui pour, clôturer cette journée passionnante, un peu vertigineuse, je vous l'avoue. Et du coup, le deal, c'était d'essayer d'ouvrir sur, faire un petit pas de côté, essayer de, conclure sur une petite note d'espoir et parler de quelque chose de lié, mais d'un petit peu différent, qui est le biomimétisme, une méthodologie d'innovation durable en observant le vivant. Et donc l'idée, c'est d'aller regarder le vivant, regarder ce qu'il a à nous apprendre et qui pourrait potentiellement nous aider à imaginer certaines alternatives à l'utilisation des perturbateurs endocriniens. Donc je dis alternative à l'utilisation des perturbateurs endocriniens parce que c'est peut-être pas remplacement, c'est peut-être pas substitut. On l'a déjà vu toute la journée. Et l'idée de ma présentation aujourd'hui, ça va être donc vous présenter ce que c'est que le biomimétisme, bien sûr, et ensuite essayer d'aller égrener des exemples, des sources d'inspiration pour rebondir sur l'ensemble des thématiques qu'on a pu développer aujourd'hui dans les tables rondes. Moi, je suis Claire François Martin, je suis biophysicienne. Ça veut dire que mon métier, c'est d'essayer de comprendre la physique des systèmes biologiques, des systèmes vivants. Aujourd'hui, pour s'en inspirer, au CBIOS, qui est le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Et pour nous, on a vraiment une croyance forte, c'est que le biomimétisme est un des leviers pour la transition écologique. Et c'est pour ça qu'on s'emploie à essayer de développer des outils, des ressources pour favoriser son appropriation au plus grand nombre et de le déployer à la fois dans les entreprises, l'enseignement supérieur et les acteurs de la ville et du territoire. Donc c'est avec cette casquette que j'arrive là aujourd'hui. Donc pourquoi moi je suis fascinée par le vivant étant physicienne? Parce que le vivant est remarquable. Je voulais commencer par cet organisme, en tout cas cette partie d'organisme vivant que vous connaissez, un coquillage, et en particulier sa nacre. Déjà parce que c'est beau, on a vu qu'il fallait rebondir, il fallait avoir de l'espoir, donc déjà c'est très beau. Je voulais aussi commencer par un organisme ou une partie d'organisme qui venait du monde marin, on est quand même à La Rochelle. Et je voulais aussi vous en parler parce que pour moi, c'est vraiment très parlant sur les propriétés absolument remarquables du vivant. Déjà, je ne sais pas si vous savez, mais la nacre, c'est fait à peu près à 95% de carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, c'est ce qui constitue les craies de nos tableaux. On voit que c'est cassant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de casser des coquillages, mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est un matériau en physique qu'on appelle très tenace. Tenace, ça veut dire résistant à la cassure. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'en étant 95% constitué de carbonate de calcium, hyper cassante, on arrive à avoir l'émergence d'une telle propriété, sans parler aussi de la beauté, etc., de ce matériau. En fait, si on zoome sur ce matériau, on voit une sorte de mur de briques. Les briques sont faites de craie, donc dures, c'est ça qui donne la cohésion, c'est intéressant, mais cassant. Et il reste 5%. 5% de ce qu'on pourrait appeler un mortier, en fait, exactement comme un mur, qui est protéique, donc qui est mou. Et le fait juste de mettre un tout petit peu de matière molle autour de ces briques dures et cassantes, ça va faire qu'on ne va pas avoir possibilité de propagation de fissures de brique en brique, parce qu'au moment où on va arriver dans ce mortier mou, on va dissiper l'énergie. Donc vous voyez que là, on n'a pas besoin d'aller chercher des terres rares, on n'a pas besoin d'aller chercher des matériaux toujours plus sophistiqués. On a globalement de la craie, mais juste parce que c'est ingénieusement structuré, on arrive à avoir l'émergence d'une propriété absolument remarquable. Et c'est ça mon métier, du coup, c'est de lire des papiers, de parler aux chercheurs, d'essayer de comprendre pour potentiellement s'en inspirer, là, par exemple, pour concevoir les matériaux de demain, qu'on espère, donc, à la fois alliant des performances et des propriétés absolument remarquables, mais aussi, du coup, une certaine durabilité, parce que c'est bien ça le but de la démarche du biomimétisme. Donc, vous avez sûrement tous entendu parler de bioinspiration, on l'a déjà évoqué dans la dernière table ronde. Peut-être un exemple emblématique de la bioinspiration provient de l'étude de cette fleur de bardane. Je ne sais pas si vous savez, ces petites boules qu'on a dans les chaussettes quand on va faire des balades en forêt. Alors pour la plante, c'est très important en fait, parce qu'une plante, ça n'a pas trop de mobilité. Donc pour se reproduire, si ça dissémine ses graines et que ça tombe juste à ses pieds, c'est pas très intéressant parce que ça veut dire que la plante mère et la plante fille, globalement, il y a beaucoup de concurrence sur les ressources. Et la stratégie qui est développée par la bardane, donc qui a émergé au cours de l'évolution, c'est ce qu'on appelle la zoochorie. La zoochorie, c'est se baser sur le mouvement chorie des animaux, zoo, et donc, qui fait que ça va s'accrocher sur les petits poils d'un animal qui va se balader et ça va tomber et ça va permettre d'aller finalement coloniser d'autres milieux. Donc ça, c'est d'un point de vue de la biologie. Un jour, Georges de Ménestrel, ingénieur suisse, se balade en forêt avec son chien. Il en a marre d'enlever toutes ces petites graines de bardane sur ses poils. Mais à un moment, il se dit, mais c'est intéressant quand même. Comment je peux accrocher aussi bien quelque chose de façon aussi
robuste, mais en même temps c'est réversible. J'utilise pas de colle, j'ai une stratégie qui est purement physique. Est-ce que ça pourrait pas m'inspirer quelque chose? Et là, il invente le velcro, le scratch. Donc velcro, ça vient de velours, le côté un peu dufteux des poils, et crochet. Parce qu'effectivement, là, je ne sais pas si vous voyez, mais au bout, vous avez des petits crochets. Et c'est cet agencement de forme qui permet d'avoir cette adhésion sèche et réversible. Donc vous allez me dire, c'est hyper loin des perturbateurs endocriniens. Oui, c'est vrai. Mais tout cet exemple, c'est juste pour vous montrer, d'une part, que le vivant est fascinant, et d'autre part, qu'en comprenant bien comment ça marche, on peut tout à fait l'appliquer à des domaines assez lointains. Là, typiquement, entre la reproduction ou la dissémination des graines et le fait d'aller accrocher nos chaussures, ou même plein d'instruments dans la Station spatiale internationale, vous voyez qu'il y a quand même un bond. Ça, c'est parce qu'on a compris ce qui se passait et on a abstrait et extrait des mécanismes. Et c'est vraiment cette posture qu'on va adopter et que je vous propose d'adopter ce soir pour aller essayer de voir comment, potentiellement, on peut essayer de trouver comment se passer, ou en tout cas réduire l'utilisation des perturbateurs endocriniens. S'inspirer du vivant, ce n'est pas nouveau en santé publique. Il y a plein de prix Nobel, plein de découvertes qui résident dans l'observation du vivant non humain. Par exemple, là, l'étude de l'axone, donc du neurone géant des calamars, c'est ce qui était à la base de la compréhension de l'influx nerveux. De même, cette magnifique limace de mer, parce que c'est une limace de mer, c'est grâce à cet organisme et à son étude qu'on a commencé à comprendre les bases moléculaires, la base de la mémoire. Et enfin, pour n'en citer que quelques-uns, c'est lors de l'étude de l'étoile de mer qu'on a commencé à voir les premières molécules, les premiers signaux biochimiques qui sont à la base du développement des cancers. Donc il ne s'agit pas du tout de dire que c'est nouveau d'aller regarder le vivant pour s'en inspirer pour des problèmes de santé publique. Là, je vais essayer de vous montrer un petit peu la différence de posture, ce qui va changer de la bio-inspiration classique et pour aller potentiellement un cran plus loin. Et tout ça, ça peut se combiner. Donc, comment le biomimétisme pourrait peut-être nous aider à limiter l'utilisation des perturbateurs endocriniens? Déjà, je ne vais pas revenir sur les perturbateurs endocriniens, je vais juste insister sur ce qui, moi, m'importe pour cette présentation, c'est vraiment leur fonction. Pourquoi on voit des perturbateurs endocriniens partout? C'est parce qu'ils remplissent un tas de fonctions. On a pu parler de leur fonction de retardateur de flamme, par exemple. Les pesticides, on en a parlé. Tout ce qui est conservation alimentaire, cosmétique. Tout ce qui va être aussi empêcher nos poils d'adhérer ou lubrifier des contacts. Vous voyez que chaque fois, c'est des fonctions. Et donc là, c'est ça qu'on va poser comme question au vivant. Comment le vivant fait pour remplir ses fonctions? Parce que oui, le vivant, comme nous, est vivant, il partage la même planète, il a les mêmes contraintes, et donc il y a énormément de chances que toutes les fonctions qu'on doit remplir, toutes les contraintes auxquelles on fait face, le vivant y fasse face aussi. Typiquement, se protéger des UV, le reste du vivant a de l'ADN qui peut se casser, donc il a aussi besoin de se protéger des UV. Et donc c'est ça, en fait, la posture, c'est se dire comment le vivant fait pour remplir ses fonctions, a priori autrement, a priori de façon durable, et est-ce qu'on ne peut pas aller en apprendre des choses pour essayer de faire ce qu'on fait aujourd'hui mieux? Donc peut-être pour un peu sentir la chose, c'était une suggestion d'Aurélie, je vous propose de... j'ai dit, pardon, de sentir les choses, et je vais vous demander une petite expérience. Vous allez frotter très 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 rapidement vos mains les unes sur les autres. Qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe. Pourquoi ça chauffe? Parce qu'il y a des frottements. Un des gros problèmes des frottements dans l'industrie, c'est l'usure. Et du coup, je ne vais pas vous apprendre que tout ce qui est enjeu de particules d'usure, c'est un énorme enjeu de la pollution et un enjeu de santé publique. Pour limiter l'usure, souvent on utilise des lubrifiants. Les lubrifiants, c'est souvent, dans l'immense majorité des cas, pétrosourcés. En plus, a priori, il y a des perturbateurs endocriniens. Donc, se poser la question de comment le vivant fait pour limiter les frottements, pour limiter l'usure, pour potentiellement lubrifier des contacts, ça peut être une piste. Et d'ailleurs, c'est une des recherches dont je fais partie, qui est pilotée donc, par le CBIOS où je travaille, et en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle et le CETIM, qui est le Centre d'études techniques des industries mécaniques. Et donc, figurez-vous que nos amis les grillons, pour chanter, frottent leurs ailes l'une sur l'autre toute leur vie, parfois nuit et jour. Et a priori, il a été montré qu'il n'y a pas de mécanisme de cicatrisation des ailes. Donc en fait, ces ailes, elles s'usent, en tout cas assez peu, pour que ça ne les empêche pas de chanter après tout le cycle de vie. Donc ça, c'est
un des projets de recherche, juste pour illustrer un petit peu la recherche en train de se faire, c'est essayer de se poser la question de ce qui fait que ces ailes vont peu s'user. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille à la fois avec le Muséum national d'histoire naturelle pour les connaissances en biologie, en histoire évolutive des organismes, mais à la fois avec le Centre d'études techniques des industries mécaniques pour toutes leurs expériences en ce qu'on appelle la tribologie. C'est la science des frottements et de l'usure, parce que oui, il y a un nom pour ça. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tout, parce qu'en fait, on n'a pas tout compris. Mais ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu la posture, la démarche et comment on peut aller interroger le vivant pour essayer de voir comment répondre à des problèmes actuels. Pour bien vous expliciter la démarche, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple qui est un peu mieux compris, qui est l'exemple, par exemple, de la thermorégulation. Je peux me poser la question, comment puis-je résister au froid pour potentiellement aller mieux protéger nos bâtiments des changements de température. Dans ce cas, on peut aller explorer le vivant, on peut aller regarder des écosystèmes où il y a un fort enjeu à se protéger du froid, donc par exemple les milieux polaires, et aller regarder comment les ours polaires se protègent du froid. Déjà, est-ce que vous savez quelle est la couleur d'un ours polaire, de son poil en tout cas? Ouais, bon, a priori, si je posais la question, c'est que c'est pas blanc. En fait, ils sont transparents. Mais exactement de la même façon que les nuages apparaissent blancs alors que c'est des petites gouttelettes d'eau transparentes, en fait, il y a un phénomène en physique qu'on appelle la diffusion de Mie, on s'en fiche complètement, mais qui diffuse la lumière dans toutes les directions, qui fait qu'ils apparaissent blancs. Mais ils sont bien transparents. Ils sont d'ailleurs creux, et ça sera intéressant, je vous le réexpliquerai. Creux, c'est-à-dire c'est vraiment une fibre creuse, comme une paille en gros. Est-ce que vous connaissez maintenant la couleur de la peau des ours polaires? Là, c'est moins piège, c'est juste qu'on ne sait pas. C'est noir. Effectivement, ça c'est intéressant parce que pour le coup, on sait tous qu'en été, c'est quand même pas hyper intéressant d'avoir des habits qui sont foncés parce que ça va capter le rayonnement lumineux et ça va surchauffer. Donc, d'un point de vue logique, c'est logique d'avoir un épiderme foncé dans un environnement qui est froid. Bon, le problème, c'est que si on est foncé sur la banquise, on se fait voir de ses proies. Et donc, globalement, a priori, c'est pas très intéressant d'un autre point de vue. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas froid, certes, mais on ne mange pas. Donc là, on commence à voir cette idée de compromis dans le vivant sur lequel je reviendrai. Mais rappelons-nous, en fait, on n'est pas blanc, on est transparent. Donc, en fait, la lumière arrive à pénétrer sur l'épiderme noir. La lumière est même guidée dans ces poils creux, un peu comme dans une fibre optique. Et donc, c'est ça qui permet à la fois d'apparaître blanc, mais en même temps d'aller récupérer l'énergie lumineuse et de la stocker au niveau d'un épiderme foncé pour globalement réussir à se chauffer. Donc vous voyez que là, le principe du biomimétisme, ça va bien être de comprendre ça. Vous imaginez bien qu'on ne va pas essayer d'aller dépecer des ours polaires pour en couvrir nos bâtiments. C'est pas ça le principe, quoi. Par contre, comprendre ce qui fait que ça marche, ça, c'est le principe du biomimétisme. Et donc, on est... Bien sûr qu'à la fin, peut-être qu'on le fera avec des matériaux biosourcés, mais l'idée, ce n'est pas d'utiliser notre modèle biologique en soi. C'est de voir le vivant comme une source d'inspiration et pas comme une ressource. C'est d'apprendre de la nature et pas de prendre de la nature, en gros. Donc ça, c'est vraiment la posture du biomimétisme, c'est de regarder le vivant comme source d'inspiration et d'essayer d'innover de façon plus durable. C'est vraiment une philosophie, c'est vraiment une posture. C'est ça qui différencie de toutes les approches type bio-inspiration où il n'y a pas forcément cette notion de durabilité. Même le velcro, en fait, on peut se poser la question, finalement, c'est fait en plastique. Une fois qu'on avait compris le côté crochet, on aurait tout à fait pu le fabriquer différemment. Donc le biomimétisme, ça va être vraiment une démarche, une posture où on essaye de le faire dans un souci de soutenabilité. Et donc d'ailleurs, le terme biomimétisme, ça vient des mots grecs bios, vie, et mimesis, imiter. Et ça a été proposé pour la première fois par une biologiste américaine qui s'appelle Janine Benyus dans les années 90 et qui a dit « Et si chaque fois que j'avais un problème, je regardais le vivant et je lui demandais comment il fait ?» Donc ça, c'était vraiment sa proposition et c'est tout à fait la posture qu'on continue à essayer de développer et que je vous propose de suivre pendant la suite de cette présentation. Donc, si on revient à nos perturbateurs endocriniens, on a dit qu'ils étaient utilisés pour un ensemble de fonctions. L'inifugation, l'anti-adhésion, la protection UV, la conservation. Ce que je vous propose, c'est vraiment bien entendu très limité des biais de sélection, mais de vous présenter quelques soit modèles biologiques hyper inspirants pour ces fonctions, soit même de technologies ou de solutions déjà bio-inspirées qui existent, parce qu'il en existe, et donc de mettre la lumière sur les différentes tables rondes et en tout cas sur les différentes thématiques qui ont pu être traitées dans les tables rondes.
Si on commence dans le domaine de l'habitat, on a parlé de cette moquette qui était a priori pas saine. C'est le cas, par exemple, de tout ce qui va être contreplaqué, tout ce qui va être tous les bois un peu agglomérés. En fait, on se rend compte qu'il y a toujours des cols qui ont plein de composés volatiles organiques qui sont toxiques. On parle beaucoup de formaldéhyde. Et ben, sachez qu'il y a une entreprise américaine qui s'appelle Purebond et qui a relevé le défi d'aller se poser la question comment le vivant adhère, en particulier en milieu humide, et s'est inspiré des moules et des cols. En particulier, donc pour ceux que ça intéresse, il y a une molécule, enfin une partie de protéine qui s'appelle la DOPA, qui est très importante dans l'adhésion en milieu marin, chez les moules, mais aussi dans d'autres organismes, et qui a réussi à développer une nouvelle colle qui a la même efficacité que les résines classiques, mais qui n'a pas l'utilisation de formaldéhyde. Donc vous voyez que se poser la question de comment le vivant fait pour faire quelque chose, ça permet déjà, aujourd'hui, il y a des applications qui existent. Je pourrais même donner des exemples, entre guillemets, un peu plus disruptifs, dans le sens où, là, finalement, on est resté sur le fait d'utiliser une colle. Mais si on regarde comment le vivant fait pour assembler des éléments, bah là, ça permet aussi de s'émanciper, même peut-être de la chimie. Parce qu'en fait, le vivant, on a vu le crochet, du velcro, c'est une stratégie purement physique. Mais on pourrait aussi regarder le gecko qui grimpe sur un mur. Comment le gecko tient sur un mur ? Et là, en fait, c'est ce qu'on appelle des forces de Van der Waals. Quand les choses sont suffisamment proches les unes des autres, elles ont tendance à s'attirer. Et donc, c'est le fait d'avoir plein de petits poils microscopiques sur ce qu'on appelle les setae, au bout des pattes, qui va permettre d'aller vraiment dans toutes les anfractuosités des murs et donc d'arriver à être si proche de la matière qu'elle va être attirée. Et ça, c'est une stratégie qui est purement physique. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas forcément toujours d'aller trouver juste un substitut à une molécule, mais une nouvelle façon de remplir une fonction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser la chimie. D'ailleurs, on a très bien dit que tout ce qui était naturel, il pouvait avoir des toxiques, mais il y a aussi plein de choses qui ne sont pas naturelles et qui peuvent ne pas être toxiques. Par contre, ça permet un petit peu d'élargir le champ de possibilités d'inspiration, de se dire, il y a peut-être d'autres façons de faire. Et peut-être qu'il y en a qui sont plus durables. Et c'est ce qu'on souhaite. L'idée, c'est vraiment que les solutions d'aujourd'hui ne soient pas les problèmes de demain. Okay ? Donc ça, c'est un premier exemple pour l'habitat. Deuxième exemple, au sujet de l'habitat, on parlait de tout ce qui va être protection contre le feu, donc l'inifugation. Alors là, c'est un petit peu plus loin, mais c'est un exemple que je voulais vous donner. C'est un petit peu plus loin, pardon, dans le sens où ce n'est pas encore une application existante. Par contre, il y a des tests qui sont faits en laboratoire et c'est des études qui sont menées entre des laboratoires académiques, en particulier en Allemagne, et la NASA, pour justement lutter contre la prise de feu. Donc pour la NASA, on n'est pas sur l'inifugation de nos bâtiments, c'est plutôt pour tous les systèmes spatiaux. En particulier, dans cet article, c'était les systèmes spatiaux qui vont rentrer dans l'atmosphère de Jupiter à une vitesse extrêmement élevée et du coup qui vont en général prendre feu. Et donc c'est designer des nouveaux boucliers de chaleur pour aller protéger des engins spatiaux de la prise de feu. Donc là vous imaginez que ok, c'est pas nos bâtiments mais c'est un cran au-dessus hein, en termes de température. Et sachez qu'ils se sont inspirés de ce petit scarabée blanc. Ça paraît quand même assez lointain. Pas parce qu'il ne prend pas feu, mais parce qu'il est blanc. S'il est si blanc, c'est d'ailleurs le blanc le plus blanc qu'on connaisse dans le monde vivant. Et soit dit en passant, il y a aussi des papiers qui sont inspirés pour remplacer le dioxyde de titane dont on parlait tout à l'heure, cet opacifiant qui rend des blancs, par exemple les comprimés de médicaments, mais aussi certains produits cosmétiques. Chose à part, si on revient sur le scarabée et sur l'inifugation, si ce scarabée est si blanc, c'est-à-dire qu'il reflète globalement ce qu'on appelle les longueurs d'onde, donc toutes les couleurs du visible. En comprenant bien comment ça marche, ils ont été capables de s'en émanciper, de ne pas forcément rester juste dans le visible, mais se dire, si je comprends comment refléter telle longueur d'onde, je peux comprendre comment refléter par exemple les infrarouges. Et donc, je peux éviter à mon corps de surchauffer. Et donc, exactement de cette façon, ils ont appliqué, en fait, ils ont compris comment ça marchait. C'est absolument structurel, c'est encore pas des molécules particulières, c'est vraiment des pores très précis au niveau de ce qu'on appelle la cuticule de ce scarabée qui permettent finalement d'aller refléter les infrarouges. Et donc, en gérant la porosité de certains matériaux, ils ont été capables d'augmenter la résistance à la prise de feu. Donc ça, ils testent ça avec des lasers et clairement, ça se voit. La pénétration du laser et de la prise de feu est bien moins importante dans un matériau qui a juste une certaine porosité. Donc vous imaginez, ce n'est pas un additif, c'est juste qu'on enlève de la matière. Donc là, on est à peu près sûr qu'il n'y a pas forcément d'effet rebond.
Donc ça, c'est 2 exemples. Il y en a plein d'autres, bien entendu. Mais pour montrer que pour un ensemble de fonctions qui sont aujourd'hui conférées par des perturbateurs endocriniens dans des secteurs et qui apportent, oui, certes, aujourd'hui du confort. On sait que c'est important de protéger du feu. D'autant plus depuis qu'on a des fibres et qu'on a des câbles de polymère qui sont véhicules de feu et qui passent d'appartement en appartement et d'immeuble en immeuble. C'est un enjeu, certes. Et il ne s'agit pas de renoncer à ça. Mais il s'agit de se dire, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire qui sont tout aussi puissante, remarquable, mais on espère avec moins de dégagement de gaz toxiques, par exemple. Donc ça, c'était premiers exemples habitat. Au sujet de la santé, il y a plein de choses, parce que, comme je vous disais, la santé, en fait, historiquement, il y a eu encore plus de bioinspiration. C'est normal, il y avait cette quête de la naturalité, il y avait l'étude de l'humain, qui est un être vivant. Peut-être un exemple, du coup, plus pour qu'on s'en émancipe et qu'on voit la différence de posture, c'est pas juste régler une maladie, c'est le sujet de l'encapsulation. C'est un sujet hyper important parce que dès qu'on a un principe actif, un médicament, déjà, il faut le protéger, souvent de l'oxydation, souvent de la lumière, peut-être de changement de température. Il faut peut-être aussi aller le véhiculer pour l'administrer au bon endroit. Et donc, le sujet de l'encapsulation est absolument primordial. Se poser la question comment le vivant compartimente, comment le vivant encapsule, comment le vivant gélifie, parce que quand même souvent on va être autour du changement de viscosité ou d'état de la matière. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut aller regarder, en particulier dans le milieu marin et chez les algues, souvent les algues brunes, pour regarder comment les algues vont réussir à gélifier la matière, vont réussir à encapsuler des principes actifs. Un autre exemple qui, pour le coup, alors je ne savais pas trop si je le mettais dans la santé ou dans la cosmétique, on a vu que parfois c'était un petit peu flou. Typiquement la protection UV. Donc ça, on en a parlé toute la journée. C'est vraiment une fonction hyper importante, hyper primordiale, parce que oui, on ne veut peut-être pas mettre de dioxyde du titane parce que c'est un perturbateur endocrinien. Quand même, les cancers de la peau, on connaît, c'est un autre problème. Donc tout ça, ça va être vraiment difficile. Autant il y a des choses qu'on peut considérer entre guillemets comme futiles, autant la crème solaire, je crois qu'on ne va pas la remettre en question tout de suite. Donc cette question de protection UV, c'est absolument primordial. Et je voudrais vous montrer comment, en regardant le vivant, on peut complètement faire un pas de côté et voir qu'on peut potentiellement s'émanciper de l'utilisation de... Alors c'est forcément des molécules, c'est de la matière, mais en tout cas de molécules actives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité de nos crèmes solaires sont basées sur l'ajout de molécules chimiques, de filtres chimiques comme on les appelle. En soi, ce n'est pas forcément grave, hein. C'est comme un pigment. La mélanine, c'est une molécule qui, de par sa structure chimique, va absorber certaines longueurs d'onde. Donc, elle va absorber les UV pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à notre ADN et qu'elle la casse. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'organismes. Si on regarde dans le vivant, oui, on l'a chez nous dans la mélanine, mais on l'a aussi chez certains coraux avec des fluorophores. Donc, c'est toujours l'utilisation de pigments. Par contre, on se rend compte qu'il y a tout un autre pan de stratégies biologiques qui ne vont pas résider dans l'utilisation de molécules précises, mais qui vont résider dans la structuration de la matière. Typiquement, là, vous avez des coccolithophores. C'est des micro-organismes, donc c'est vraiment de taille microscopique. Là, en particulier, ce que vous voyez, ce n'est pas l'organisme lui-même, mais c'est sa coquille. C'est une coquille, encore, en craie, en carbonate de calcium. Par contre, ce qui est incroyable, c'est à quel point elle est finement structurée, de manière hyper régulière. Et ça, par des mécanismes physiques qu'on appelle de la photonique, dans lesquels je ne vais pas rentrer ce soir. Il faut savoir que ça aussi, ça a la capacité d'interagir avec la lumière. Ce n'est pas que ça va absorber certaines longueurs d'onde ou certaines couleurs, c'est globalement que ça va lui interdire de pénétrer. Donc en gros, il y a certaines longueurs d'onde qui vont comme rebondir sur cette structure. Donc ça, vous imaginez la puissance de la chose. C'est-à-dire que si on arrive à structurer la matière à une échelle donnée, là, il faut que ça soit globalement à l'échelle de ce qu'on appelle la longueur d'onde de la lumière, donc à une échelle autour du nanomètre, 10 nanomètres, on va être capable de pouvoir globalement bloquer certains rayonnements. C'est hyper important pour ces organismes parce que typiquement, ça veut dire que le visible y passe. Or, à l'intérieur, il y a des microalgues qui font de la photosynthèse. Donc là, vous voyez ce besoin d'aller bloquer certaines longueurs d'onde, mais en faire passer d'autres. Donc vous voyez, ça c'est une stratégie pour aller vers de la protection UV qui ne se base pas sur des filtres chimiques. Je ne dis pas que c'est parfait, d'ailleurs c'est déjà utilisé dans plein d'industries cosmétiques et ce n'est pas forcément encore assez efficace, puissant, voilà, sinon ça serait complètement développé, mais sachez en tout cas que c'est déjà quelque chose, le fait d'aller structurer la matière, pas du tout d'aller écrabouiller des microalgues bien sûr, si on les écrabouillait, ça ne marcherait plus, il n'y aurait plus de structure, mais c'est vraiment d'aller structurer la matière et d'avoir des structures régulières ordonnées qui permettent potentiellement d'aller interagir avec la lumière et d'aller se protéger des UV. Ça, c'est pour montrer
à quel point aussi, c'est aussi une partie de mon métier d'aller accompagner des entreprises pour innover de façon plus durable. Souvent, on va regarder le vivant et oui, heureusement, on va quand même tomber sur des choses qu'ils savent faire en disant « Ah oui, parfois on peut utiliser des pigments ». Ils disent « Oui, je sais ». Ah bah oui, mais par contre, est-ce qu'on a pensé à toute cette stratégie? Et parfois, on ouvre des voies inexplorées, originales, on espère plus durables, pour essayer d'aller remplir les fonctions d'une autre façon. On ne peut pas parler de cosmétiques sans parler de couleurs, sans parler d'esthétique, sans parler de nouvelles possibilités pour se farder. Et d'ailleurs, sachez que pour le coup, ça existe vraiment dans des entreprises, et là, ça marche très très bien, hein, des maquillages qui sont qu'on appelle aussi des couleurs structurales. Exactement comme tout à l'heure où je vous ai dit que ça faisait rebondir les UV, là, ça ne fait pas rebondir les UV, mais ça fait rebondir des longueurs d'onde, du visible. Donc à des endroits, c'est plutôt du vert, à des endroits, c'est plutôt du rouge. C'est en organisant la matière à une échelle donnée que potentiellement, sans l'utilisation de pigments, on arrive à avoir une production de couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on s'émancipe de l'utilisation des pigments quand on sait la pollution des eaux et la quantité d'eau qui est utilisée par l'industrie pigmentaire. Vous voyez que c'est quand même une opportunité. Et surtout, c'est aussi la possibilité de faire des couleurs différentes, des effets incroyables. Là, vous voyez ça sur un scarabée, mais vous en avez peut-être déjà vu sur certains papillons, j'en montrerai un. Toutes ces couleurs, dès que c'est un petit peu qu'on appelle iridescent, c'est-à-dire que ça change un peu avec l'angle à laquelle on observe, dès que c'est un petit peu métallisé, c'est que ce n'est pas des pigments, c'est que c'est de la couleur dite physique. Donc ça, c'était aussi pour dire un peu, l'idée, c'est pas toujours de se dire il faut être plus durable et tant pis, on va rogner sur nos attentes. On peut avoir, entre guillemets, une sobriété heureuse et avoir en fait des effets pigmentaires, des effets esthétiques qu'on n'aurait même pas pu imaginer avec l'utilisation des pigments. Donc j'aimais bien cet exemple. Pour ce qui est de l'alimentation, on l'a déjà dit tout à l'heure pendant la table ronde, il y a plusieurs échelles. Bien sûr, il y a l'aliment lui-même, mais en fait, il y a toute la filière de l'agroalimentaire. Donc, en fait, je vais essayer de vous présenter 2 exemples. Pareil, c'est extrêmement partiel, mais à la fois de comment on peut penser la conservation de l'aliment et à la fois comment on peut repenser notre agriculture. Pour ce qui est de la conservation alimentaire, j'aimerais vous parler de ce petit exemple parce que je le trouve quand même extrêmement chouette. Je ne sais pas si vous savez que les manchots mâles, déjà c'est les mâles qui couvent, les oisillons, et ils vont les couver pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, ils vont rester là et impossibilité d'aller chasser, d'aller se nourrir. Il se trouve que la femelle, à ce moment-là, fait son travail et part pour aller chasser et revient normalement à temps. Mais comme vous pouvez imaginer, il y a des petits aléas. Imaginez, les oisillons arrivent trop tôt. Comment ils font? La femelle n'est pas revenue pour leur amener de la nourriture. Sachez qu'au cours de l'évolution, les manchots ont eu une sorte d'innovation, on va dire. Leur estomac a évolué pour que pendant qu'ils couvent, donc c'est pas tout le temps, c'est uniquement quand ils couvent, ils vont avoir un changement au niveau de leur estomac, donc le pH, donc c'est-à-dire le degré d'acidité de l'estomac va changer, et aussi ils vont sécréter des molécules, en particulier ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens, donc c'est des molécules qui luttent contre la prolifération microbienne, qui vont empêcher finalement à ce qu'on appelle leur bol alimentaire, donc ce qu'ils ont mangé, d'une part de pourrir, parce qu'il n'y a pas de contamination microbienne, et en plus de se dégrader, donc de perdre en qualité nutritive. Ce qui fait que si jamais, à un moment, il y a un problème, il faut nourrir les petits, ils sont capables de tout régurgiter pour les nourrir. Et vous imaginez, vous, quand même, avoir, globalement, leur alimentation est assez carnée, donc avoir de la viande qui reste à 37 degrés pendant 3 semaines, qui ne pourrit pas et qui ne perd pas en qualité nutritive, je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre en termes de conservation alimentaire. Donc, au-delà de la jolie petite histoire que j'aime beaucoup, sachez qu'il y a énormément d'études. Alors, aujourd'hui, à ma connaissance, c'est toujours dans les laboratoires académiques, mais qui s'intéressent justement à ces molécules, à leur structure, pour essayer de comprendre ce qui fait que ça permet justement d'avoir une bonne conservation des aliments. Donc, il y a plein de stratégies. On peut aussi penser bien sûr nos usages. A-t-on besoin d'avoir une salade en sachet pendant tant de temps? Peut-être pas, mais potentiellement, il y a quand même encore besoin d'un petit peu de conservateur. Et regarder comment le reste du vivant conserve la nourriture, ça peut être une opportunité. À l'échelle de l'agriculture, pareil, ce n'est pas ma spécialité. Il y a énormément de choses qui existent, bien entendu. On parle de l'agriculture biologique. Il y a plein de choses qui marchent sans ajouter des intrants et des pesticides. Mais sachez, je voulais juste vous présenter aussi quelque chose du coup, qui existe parce que c'est déjà une entreprise. C'est une entreprise française indépendante qui émane de l'École normale supérieure qui s'appelle Immunrise. Et ils ont découvert en fait des micro-organismes marins qui sont capables d'interagir avec le système de défense de la plante et donc de le stimuler. Et donc, grâce à ça, à l'introduction de ces micro-organismes, ils sont capables de rendre les plantes un petit peu plus résistantes, sans bien sûr toucher au code génétique, etc. Et donc d'avoir besoin potentiellement de moins de pesticides pour aller protéger les cultures.
Ça n'empêche pas d'essayer de penser une agriculture qui est moins intensive, de penser que le fait d'avoir une mono-agriculture qui fait que si il y a un ravageur qui aime bien le blé, il va tout décimer, alors que s'il y avait une panoplie de différents végétaux, peut-être qu'il décimerait une chose mais pas le reste. Donc il y a plein d'autres stratégies. Il ne s'agit pas de dire que c'est la solution, mais c'est peut-être une solution parmi tant d'autres. Et enfin, pour la table ronde, enjeux autour des ressources humaines. Donc, on a vu beaucoup de choses. Forcément, vous imaginez que j'ai moins de choses autour de la législation. Mais par contre, on a quand même beaucoup parlé de mutuelle, de mutualisme. Et donc, c'est sur cette note que je voulais finir. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a besoin de ça pour le savoir. Je crois qu'on sait tous que la coopération en temps de crise, c'est la clé. Mais c'est bien de se le rappeler et de dire aussi que ce n'est pas juste une petite histoire romantique, c'est prouvé scientifiquement. Donc les coraux, c'est un écosystème qui est extrêmement riche, vous le savez, riche en biodiversité. Pourtant, si on va y plonger, c'est que l'eau est très transparente. L'eau très transparente, ça veut dire qu'il n'y a pas de nutriments globalement. Donc comment, dans un milieu qui peut paraître extrêmement contraint, qui manque vraiment de ressources, on a ce foisonnement de vie? Et a priori, une des grandes solutions, c'est vraiment tout ce qui va être mutualisme, coopération, symbiose. Il ne s'agit absolument pas de dire qu'il n'y a pas de compétition dans le vivant, c'est absolument pas mon propos. Et vous verrez que dans la suite, je vais aussi nuancer un petit peu cette idée un peu idéaliste du vivant. Mais par contre, il faut savoir que dès qu'il y a vraiment une situation un peu de crise, un peu contrainte, ce qui fait les plus grandes innovations, entre guillemets, ce qui fait les plus grandes richesses, c'est souvent la coopération. Et pour ceux qui ne savent pas, juste les coraux, c'est une symbiose. En fait, on dit le corail, mais le corail, en fait, c'est une symbiose de 3 organismes. Les polypes, qui sont des animaux, qui vivent en symbiose avec des microalgues, qui leur donnent leur couleur d'ailleurs, et des bactéries. Et en fait, c'est un échange de bons procédés. Globalement, les bactéries, les microalgues sont bien protégées dans le squelette calcaire du corail. Et en échange, les microalgues, elles font de la photosynthèse, donc elles fournissent quand même beaucoup d'énergie au corail. Les bactéries, elles décomposent l'azote, donc elles fournissent aussi ce qui peut manquer au corail. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a aussi beaucoup d'autres échanges que je ne connais pas. Mais sachez que le corail en soi, c'est une symbiose. Pareil, exemple un petit peu phare, Nemo, le poisson clown qui vit dans l'anémone. Pareil, échange de bons procédés. Le poisson clown, c'est un des seuls organismes qu'on connaît qui n'est pas sensible au poison des tentacules de l'anémone et donc qui peut bénéficier de la protection de l'anémone parce que les autres ne vont pas venir l'attaquer. Et par contre, avec ses belles couleurs, il va avoir tendance à globalement attirer potentiellement de la nourriture pour l'anémone. Il se nourrit aussi des petits restes de repas de l'anémone, donc finalement à la fin tout le monde est content. Quand je vous disais que c'était scientifiquement prouvé, il y a beaucoup d'expériences ensuite qui ont été faites en laboratoire, par exemple avec des bactéries, quand on mélange des souches différentes qui vont à des moments où on leur met du sucre, donc des ressources. Et oui, souvent il y a une compétition et il y a une des souches bactériennes qui prend le dessus. Et en fait, on se rend compte que quand on les cultive dans des environnements qui sont beaucoup plus contraints, par exemple sans sucre, et en fait, assez vite, il va y avoir des mutations qui vont faire qu'il y en a certaines qui vont utiliser telle ressource. Et en fait, les ressources des unes vont être les déchets des autres, etc. Et donc, vous voyez un peu cette cyclicité de la matière. Et ça a été prouvé pour beaucoup d'organismes. Donc, les tests sont les plus faciles pour les bactéries, parce que c'est facile en laboratoire, et aussi parce que les mutations vont plus vite, vu que le cycle générationnel est plus court. Mais en tout cas, c'est vraiment bien documenté que, bien sûr qu'il y a la compétition, mais en fait, dès que c'est contraint et en temps de crise, c'est clairement la coopération qui paye. Donc peut-être qu'on peut finir sur ça. Et je peux que vous conseiller un livre qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. C'est hyper intéressant. C'est très étayé, très documenté et très inspirant. Donc, c'est sur cette partie que je proposais qu'on finisse sur cette table ronde. Donc, comme je vous ai dit que ce n'était pas forcément vrai qu'il ne fallait pas idéaliser le vivant, que oui, il y avait de la compétition, par exemple, je voudrais aussi qu'on parle de l'efficacité. On a vu plein de fonctions très inspirantes. On a vu que pour plein de fonctions, on pouvait se poser la question comment le vivant fait pour faire des choses. Maintenant, il faut parler d'efficacité, quand même. Et donc, pour ça, j'aimerais bien vous proposer un petit exercice. Selon vous, c'est quoi le rendement d'un panneau solaire? C'est-à-dire le rapport entre la puissance solaire qui arrive et la puissance électrique qui est générée. 10 à 12, 10.
Les meilleurs, c'est 40 globalement. Ça arrive souvent que ça soit 10, 15, ouais, effectivement. Si ensuite on se pose la question, on regarde une feuille d'arbre, donc qui est une sorte de panneau solaire qui fait sa photosynthèse, est-ce que vous connaissez la performance, donc le rendement d'une feuille en termes de photosynthèse? Est-ce que vous pouvez imaginer? 100? 90? Bon, c'est 2%. Ah bah oui, c'est nul. Bah non, c'est bas, mais c'est assez, suffisamment, manifestement, pour que l'arbre perdure. Pour plein de raisons. Entre autres, parce qu'il peut mettre plus de panneaux solaires. Vous voyez, la couverture en feuilles d'un arbre lui permet finalement d'en avoir plein. Et donc ça, pourquoi cet exemple? C'est vraiment pour insister sur un écueil classique lorsqu'on fait de la bioinspiration qui a tendance à croire que le vivant optimise, que le vivant maximise, que tout est ultra efficace et qu'il suffit de regarder le vivant pour innover de façon extrêmement efficace. Non, le vivant est sous-optimal. Et c'est d'ailleurs la thèse d'un biologiste qui s'appelle Olivier Hamon et qui parle de sous-optimalité du vivant, qui explique d'ailleurs que c'est ça qui permet d'être robuste. En fait, plus on va être efficace, plus on va être adapté à un contexte donné, moins on va être susceptible de réagir à des fluctuations. Et donc, il dit que c'est aussi cette sous-optimalité qui permet au vivant, en fait, d'être robuste, globalement. Il l'explique beaucoup mieux que moi, mais c'est ça l'idée. Pourquoi le vivant, du coup, au-delà, parce qu'il n'y a pas d'intention dans le vivant, pourquoi le vivant est si peu efficace, entre guillemets? Déjà, parce que le vivant est le résultat de son histoire évolutive. Donc le principe, on se rappelle, le biomimétisme, c'est se dire le vivant évolue depuis presque 4 milliards d'années. Donc du coup, au cours de cette évolution, il a pu faire émerger un ensemble de propriétés remarquables qui ont été éprouvées par la sélection naturelle. Donc c'est pour ça qu'on regarde. Oui, certes, mais en fait, s'il garde quelque chose qui n'est pas assez délétère pour lui nuire, il n'y a pas de raison en fait qu'il se soit débarrassé. Et typiquement, l'exemple de la baleine, c'est un mammifère marin, c'est un mammifère, c'est-à-dire que la baleine est à 37 degrés, elle évolue dans des mers à peu près à 4 degrés. Si on n'a pas un minimum d'esprit critique et qu'on se dit « Ah mais non, le vivant est optimal, il maximise tout, ça doit être ultra efficace », je pense que ça serait intéressant, un système qui va évoluer dans une eau à 4 degrés, on n'a qu'à la mettre à 37 degrés parce que le vivant nous a dit ça. A priori, non, pas très efficace. Parce que manifestement, changer tout le système de thermorégulation de la baleine, c'était trop coûteux et juste aujourd'hui, ça passait. C'était peut-être pas efficace, c'était peut-être pas performant, mais c'était assez bon pour survivre. Parce que, au moins jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps, mais il y avait assez de plancton, assez de sources d'énergie pour qu'elle arrive à se nourrir assez, à avoir assez d'énergie pour se chauffer. Donc il faut aussi se rappeler de ça. C'est qu'en fait, ça me permet aussi d'insister sur le fait qu'il ne faut pas faire du biomimétisme dans son coin. Moi, je suis physicienne, mais je ne suis pas biologiste. Et il faut travailler avec des biologistes, des chimistes, des sociologues, des anthropologues, des designers. Là, entre autres, des biologistes, et plus particulièrement ce qu'on appelle des phylogénéticiens, donc qui connaissent en gros l'arbre généalogique du vivant, pour se dire, est-ce que là, ce que je suis en train de regarder, c'est intéressant et ça confère une propriété clé d'intérêt, ou est-ce que c'est juste là parce que c'est là et que ça passe en fait. Et donc ça invite aussi à pas mal d'humilité et à se rappeler qu'il ne faut pas copier le vivant, il faut comprendre ce qui fait que ça marche pour potentiellement le transposer. Autre exemple, quand on parle entre guillemets d'inutilité, sachez que notre coccyx est parfaitement inutile. Juste, il est hérité. Et donc, un biologiste français du Muséum national d'histoire naturelle qui s'amuse souvent à pointer tous les organes ou tous les héritages qu'il appelle comme inutiles, en particulier dans un livre qu'il a appelé le Petit traité d'anatomie superflue, pour insister sur le fait que voilà, on a un coccyx, on n'en a pas besoin. Donc voilà, il faut questionner. Dernière raison pour laquelle le vivant n'est pas forcément toujours optimisé, n'est pas forcément ultra efficace pour une fonction, c'est que le vivant est multifonctionnel. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, on évolue dans un environnement contraignant, parfois même avec des contraintes qui sont contradictoires. Et donc, on ne peut pas miser sur une seule fonction. Typiquement, là, vous avez un magnifique papillon morpho. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est aussi une couleur structurale. C'est un peu métallisé, c'est un peu iridescent. Et c'est souvent pour ça qu'on s'inspire des papillons morphos. Mais il ne faut pas oublier que oui, ce papillon morpho, il a besoin d'avoir ce bleu électrique pour communiquer avec ses congénères pour se reproduire, mais aussi avec potentiellement ses prédateurs pour leur faire peur. Mais s'il fait juste ça, il ne va pas s'en sortir, il doit aussi voler. Et pour voler, ça veut dire qu'il faut avoir des ailes qui ont une certaine portance. Il faut aussi avoir des ailes qui restent à 42 degrés, sachez pourquoi. Il faut aussi ne pas s'alourdir
On vit dans un environnement tropical, il pleut, il ne faut pas s'alourdir avec de l'eau, donc il ne faut pas que l'eau s'étale, il faut qu'elle roule, il faut avoir un effet déperlant, comme vous voyez les feuilles de lotus. Et enfin, on a une membrane si fine, il ne faut pas se faire coloniser par des bactéries. Ça, c'est parmi certains exemples, il y a plein d'autres fonctions, vous imaginez, mais vous avez une membrane qui est parfaitement multifonctionnelle. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous imaginez qu'on ne peut peut-être pas être forcément optimal pour une chose, parce qu'en fait, on doit répondre à un set de contraintes. Donc ça, c'était un petit peu pour... voilà, j'espère au début vous avoir convaincu que le vivant était ultra inspirant pour plein de fonctions. Je voulais après aussi rester rigoureuse et de ne pas dire c'est la solution, on peut copier comme tel, le vivant optimise. Et non, en fait, le vivant est sous-optimal. Et c'est peut-être ça aussi, d'ailleurs, qui donne sa robustesse. Donc on a dit c'est peut-être ça qui donne sa robustesse. C'est peut-être aussi une opportunité. Ça rebondit sur certaines choses qui ont été discutées un petit peu dans la table ronde cosmétique. Moi, j'ai envie de vous dire, à partir du moment... Ah oui, robustesse, je l'ai dit, pardon. À partir du moment où on est multifonctionnel, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de mon modèle biologique préféré, c'est la transpiration des hippopotames. C'est, voilà, chacun ses passions. Donc, la transpiration des hippopotames, sachez déjà qu'elle est rose. Pourquoi elle est rose? Parce qu'il y a un pigment dedans. Et ce pigment, du coup, c'est un filtre UV chimique. C'est pas forcément un problème, hein. C'est un filtre UV chimique qui va absorber certaines longueurs d'onde pour le protéger des UV. Quand même, parce que c'est mon modèle biologique préféré, c'est pas que ça. Ce qui est incroyable, c'est ce pigment. Donc, chimiquement, il arrive à interagir avec les UV. Mais il aime bien aussi la physique. Et du coup, ce petit pigment, ils sont capables... Là, vous avez une image de microscopie. Vous voyez cette structure régulière, en fait, c'est un cristal liquide. Donc, globalement, c'est une structure régulière où tous les petits pigments sont bien agencés de façon ultra régulière. Et là, exactement comme tout ce que je vous ai montré avec des couleurs structurales, le fait d'avoir des patterns, des motifs ultra réguliers à une longueur d'onde qui est proche de la longueur d'onde de l'UV va permettre de protéger des UV encore plus. Donc, chimiquement, la structure chimique du pigment protège des UV, mais en plus, ils s'agencent entre eux pour faire une sorte de structure physique qui protège doublement des UV. Donc déjà, je suis assez fan. Ensuite, il faut imaginer que ces pigments aussi, et certaines molécules qu'il y a dans la transpiration, ont des propriétés antimicrobiennes. Globalement, elles sont capables de perforer les membranes des bactéries et donc de troubler l'équilibre chimique des bactéries. Donc, elles ont aussi des propriétés antimicrobiennes. Et enfin, alors ça, c'est un peu moins bien compris, c'est vraiment de la recherche actuelle, mais a priori, ça a l'air d'être lié à la viscosité de cette sueur. Ça aurait aussi des propriétés anti-moustiques. Donc, vous imaginez, vous, une crème solaire antibactérienne, anti-moustique, déjà, ça ouvre quand même des perspectives. Et quand on disait, voilà, est-ce qu'on ne peut pas penser des produits plus multifonctionnels, réduire l'utilisation de certaines molécules, là, se dire qu'une même molécule peut avoir toutes ses fonctions, réduire potentiellement nos gammes, donc nos produits, donc déjà, la quantité de produits qu'on se met sur nous, mais aussi les emballages, c'est aussi finalement une opportunité. Donc certes, on peut s'inspirer du vivant pour une fonction donnée, on peut aussi s'inspirer du vivant pour sa multifonctionnalité. Et c'est sur ça que je voudrais finir. Enfin, ce que j'ai oublié de dire, donc je vous ai dit que le rendement de la photosynthèse, c'était à peu près 2%. Donc comme ça, effectivement, on se dit que c'est quand même pas top par rapport à ce qu'on sait faire dans les panneaux solaires. Mais si on prend un pas de recul, déjà, on a dit, vu que on peut potentiellement en mettre plus, avoir une plus grande couverture de panneaux solaires parce qu'on a des panneaux solaires, entre guillemets, nos feuilles qui sont ultra légères. Sachez aussi qu'en général, les feuilles d'arbres en haut sont plus transparentes parce que vu qu'il y a beaucoup de lumière, elles ont besoin de moins de chlorophylle. Ça veut dire que vu qu'elles sont transparentes, il y a de la lumière qui peut arriver en dessous et on peut avoir, entre guillemets, une deuxième couche de panneaux solaires. Donc vous voyez que même si un système lui-même est un tout petit peu moins optimal, le super système lui-même arrive à être assez efficace. Et il faut aussi imaginer, si on prend un pas de recul et qu'on s'émancipe de la pure fonction. Là, on se dit quand même, par contre, que ce panneau solaire, entre guillemets, il est agencé sur place, dans la forêt, avec des ressources locales qui sont présentes en abondance. Donc, c'est globalement du carbone, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore. Ça se fait de façon passive, spontanément. Donc, ils vont d'un coup s'auto-fabriquer. Et en fin de vie, ils vont tomber, se dégrader et servir de ressources et de nourriture à d'autres. Donc vous voyez que c'est aussi ça le biomimétisme. Certes, c'est ce prisme fonctionnel, mais c'est aussi regarder les solutions dans leur globalité et sous tout le cycle de vie.
à partir de ce moment-là, on peut peut-être reposer la question, finalement, c'est quoi la performance, d'accord? Si on regardait juste le rendement, d'accord, c'était pas très performant. Mais si, finalement, on regarde la solution sur tout son temps de vie, sur tout ce qui est possible du fait que ça soit justement pas avec des terres rares, on peut en utiliser beaucoup plus, bah, finalement, ça change un petit peu le paradigme et ça nous invite à se questionner, en fait, c'est quoi la performance? Donc, soit on change la définition de performance, soit on parle de robustesse comme Olivier Armand, mais globalement, c'est la même idée. OK? Alors, j'espère vous avoir convaincu donc déjà que le vivant était ultra inspirant et qu'on pouvait s'en inspirer pour un set de fonctions, qu'il ne fallait pas s'arrêter à des fonctions, qu'il fallait regarder d'un point de vue beaucoup plus général, global, par exemple, en termes de cycle de vie. Et j'espère aussi que je vous ai un peu partagé mon émerveillement. Si ce n'est pas le cas, j'ai une dernière image. C'est une collection de photographies, parce que oui, ce sont des vraies photographies qui ont été prises au microscope électronique à balayage. Alors, elles sont colorées grâce à l'œil artiste de Stéphane Bernstein, de l'Institut de physique du Globe à Paris. Et ça représente, ce sont des diatomées. Les diatomées, c'est des microalgues. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas l'algue elle-même, mais c'est sa coquille. Donc là, on n'est plus en craie, on est en verre. Et donc, ces diatomées, pourquoi je voulais vous en parler, c'est qu'elles sont pour moi au moins doublement fascinantes. Premièrement, parce qu'elles sont faites de verre, bon, déjà finement dentelé, de façon extrêmement jolie. Mais ce verre, il est fait dans de l'eau à 4 degrés et auto-assemblé à partir de la silice qui est dissoute dans l'eau. Donc vous imaginez qu'on est pour le coup très très loin de ce qu'on fait dans nos industries où on va transporter du sable et le faire fondre à 1600 degrés. Donc pareil, je vous parlais de cycle de vie, je ne vous avais pas parlé entre guillemets d'enjeux de manufacture, mais là, il y a quand même quelque chose à apprendre sur ces diatomées. Donc doublement fascinante parce que de par la façon dont elles sont fabriquées et aussi parce qu'elles sont quand même sublimes et sachez qu'elles sont dans toutes les eaux du globe, que ce soit les océans jusqu'aux flaques de nos caniveaux, quoi. Et c'est sur cette note un peu poétique que je voulais finir. Merci.